Voici le constat. Le vieux centre économique vacille en quelques trimestres, pendant que les indicateurs britanniques s'effritent. L'industrie reste quasi immobile et les factures d'énergie montent, tandis qu'en Afrique des corridors, des méga-projets solaires et des ports repensés rendent l'expansion plus prévisible. Ce paradoxe reconfigure les cartes mentales. Qui attire désormais le capital productif et que peut en tirer Ibrahim Traoré dans un paysage géopolitique décentré où l'élan devient cumulatif? Si cette dynamique persiste, la prospérité future se négociera moins par héritage que par stabilité énergétique, logistique intégrée et capacité d'adaptation. Dès maintenant, la promesse de cette analyse est simple et exigeante. Fournir une grille de lecture opérationnelle pour comprendre un réalignement mondial déjà à l'œuvre, sans céder aux récits cycliques ni aux intuitions rassurantes. L'enjeu est concret. Identifier où se forment désormais les avantages durables, énergie stable, logistique intégrée, cohérence industrielle, et où ils se dissipent, afin d'évaluer ceux qui changent pour les États, les entreprises et les citoyens. Ce cadre permet de dépasser l'opposition superficielle entre ralentissement conjoncturel et croissance émergente. Il met l'accent sur la structure, la répétabilité et la capacité d'absorption des chocs. En suivant les données, les décisions industrielles et les transitions énergétiques, l'analyse montre comment un écart autrefois tolérable devient un différentiel cumulatif qui redessine les trajectoires nationales. Une micro-question guide la suite. Si les leviers critiques glissent hors de leur orbite traditionnelle, quelle marge d'action reste réellement aux puissances établies? La réponse n'est pas abstraite. Elle se lit déjà dans les choix d'investissement, les coûts opérationnels et les cartes logistiques. Voici une mini-révélation. Pendant plus d'une décennie, la productivité industrielle britannique est restée quasi stagnante, alors que la dépendance énergétique s'accentuait. Ce décalage temporel explique pourquoi le renversement paraît soudain, alors qu'il est le produit d'une accumulation lente de signaux ignorés. Le point de départ n'est pas la dernière crise visible, mais l'après 2008, lorsque les bilans bancaires ont commencé à afficher des pertes récurrentes sans que l'investissement manufacturier ne redémarre vraiment. Les usines fonctionnaient en sous-capacité, l'effort industriel reculait par rapport aux autres économies développées et la structure dominée par les services exposait le pays à une volatilité énergétique qu'elle ne pouvait absorber. Les factures domestiques montaient, les coûts industriels suivaient et les premières fissures socio-économiques apparaissaient, discrètes mais constantes. En miroir, l'Afrique entrait dans une phase de construction méthodique. Des corridors énergétiques se mettaient en place, des méga-projets solaires stabilisaient les coûts, des infrastructures portuaires étaient repensées et l'intégration commerciale continentale gagnait en cohérence. L'élan n'était pas spectaculaire, mais cumulatif. À mesure que ces briques s'alignaient, la prévisibilité augmentait, un facteur décisif pour le capital productif. C'est dans cet écart de trajectoire que se loge la clé de lecture. Là où Londres supposait que son statut garantissait l'avenir, plusieurs capitales africaines consolidaient des leviers considérés ailleurs comme secondaires. Cette lecture attentive des signaux faibles que partagent des dirigeants africains dont la posture d'Ibrahim Traoré devient emblématique révèle pourquoi le centre de gravité commence à glisser avant d'apparaître dans les statistiques. La question posée plus tôt trouve ici sa première réponse. Le basculement ne surgit pas, il se prépare. Pour saisir comment un déplacement systémique s'amorce, il faut quitter les agrégats et observer ceux qui ont vécu la rupture avant qu'elle ne devienne visible dans les statistiques. Dans les Midlands, un directeur d'atelier décrivait dès 2016 des chaînes de production tournant au ralenti, non par manque de commandes, mais parce que des coûts énergétiques imprévisibles effaçaient toute marge. Ce témoignage, souvent perçu comme une anecdote locale, révélait en réalité un avant-signal. Lorsque l'énergie devient instable, la compétitivité industrielle vacille en profondeur. À l'autre extrémité du spectre, un exemple inverse éclaire la transition africaine. À Nairobi, une jeune entreprise logistique a vu son volume d'activité doubler en moins de 3 ans grâce à l'intégration progressive de plateformes numériques et à l'amélioration des corridors intérieurs. Cette croissance n'avait rien d'un miracle. Elle résultait d'une architecture régionale reliant énergie plus stable, infrastructures fonctionnelles et marchés en expansion, créant
un environnement lisible pour l'investissement. Ces trajectoires montrent comment des acteurs ordinaires deviennent des capteurs avancés du changement. Les banques et les institutions réagissent tard, les responsables d'ateliers et les logisticiens perçoivent la rupture bien plus tôt. Le contraste n'est pas anecdotique. Il explique pourquoi tant d'analyses se trompent sur le calendrier. Le déclin britannique était progressif mais cohérent, tout comme l'ascension africaine était discrète mais méthodique. Le sens réel de la transition apparaît ici clairement. Les signaux faibles annoncent toujours les bascules majeures. Avant, le système industriel britannique absorbait les chocs sans rompre visiblement. Les coûts énergétiques fluctuaient mais restaient gérables. L'investissement reculait lentement, sans déclencher d'alarme générale. Les projections publiques annonçaient un retour progressif à la stabilité. Puis, le point d'activation s'est produit lorsque la pression énergétique est devenue structurelle. Les usines chimiques ont commencé à réduire leurs équipes. Les aciéries ont suspendu leurs opérations aux heures de pointe. Les fournisseurs automobiles ont vu leurs marges s'effondrer au moindre surcoût logistique. Ce basculement n'était pas spectaculaire, mais il a enclenché une mécanique cumulative. Le moment de tension est survenu lorsque les investisseurs ont requalifié Londres, non plus comme un refuge, mais comme une zone à croissance faible et à volatilité élevée. La monnaie a reculé, renchérissant les importations. Le crédit s'est resserré. Les entreprises ont commencé à se demander si le Royaume-Uni restait un ancrage viable à moyen terme. Ce glissement mental, plus encore que les chiffres, a accéléré le repli industriel. Des divisions ont été délocalisées, des bureaux ont été transférés. Les chaînes d'approvisionnement ont été reroutées vers des hubs jugés plus dynamiques. Ce mouvement s'est répandu, presque routinier, jusqu'à rendre publiques des fermetures d'usines autrefois impensables. Les répercussions ont suivi, visibles pour les ménages comme pour les collectivités. Les vitrines fermées se sont multipliées. Les services locaux ont subi une pression accrue. L'écosystème industriel a perdu sa cohérence interne, entraînant une érosion progressive de la confiance, un élément central de toute économie fondée sur l'investissement. Ce qui apparaissait auparavant comme un déséquilibre tolérable s'est transformé en spirale, chaque choc amplifiant le précédent. Pendant ce temps, un autre mouvement prenait de la vitesse plus au sud. De nouvelles zones industrielles africaines se sont allumées pour la première fois. Des corridors logistiques ont relié l'intérieur du continent aux ports en eau profonde. Des parcs manufacturiers ont émergé, conçus pour retenir la valeur plutôt que pour extraire des matières premières. Ce qui était vécu comme un exode du côté britannique a été perçu comme une absorption maîtrisée du côté africain. Les infrastructures modernes se sont accumulées. Les universités ont formé des ingénieurs, les partenariats internationaux se sont enchaînés. C'est dans ce contraste que la chaîne d'événements prend tout son sens. Une économie hésite, l'autre avance. Le centre de gravité ne se déplace pas par décret, mais par l'addition d'arbitrages répétés. Des dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, y ont observé cette séquence non comme une opportunité isolée, mais comme la confirmation d'un élan devenu irréversible. La question ouverte au début se précise. Quand l'élan devient cumulatif, il redéfinit durablement les trajectoires. Au point de départ, la base industrielle britannique reposait sur un équilibre fragile mais fonctionnel, une énergie relativement abordable, une monnaie stable et un investissement manufacturier suffisant pour maintenir la compétitivité. Aujourd'hui, cet équilibre s'est dégradé de manière cumulative, transformant des tensions ponctuelles en contraintes structurelles. Un premier indicateur mesurable apparaît. L'intensité énergétique de l'industrie britannique a augmenté plus rapidement que celle de la moyenne européenne durant les phases de volatilité mondiale. Cette hausse importée agit comme un multiplicateur négatif. Chaque augmentation de coûts réduit les marges, limite la capacité d'investissement et force les entreprises à arbitrer entre production locale et relocalisation. Pour les secteurs lourds, cette dynamique ne se corrige pas par des gains de productivité rapides, elle s'accumule. Un deuxième élément, tout aussi quantifiable, ressort. La dépendance accrue au gaz importé. À mesure que la production domestique déclinait, l'exposition aux fluctuations internationales s'est renforcée. Cette vulnérabilité énergétique ne relève pas d'un simple problème technique. Elle structure désormais l'ensemble des prix industriels,
rendant les coûts imprévisibles sur des horizons pourtant essentiels à la planification. Dans une économie dominée par les services, cette instabilité devient un facteur de contraction durable plutôt qu'un épisode cyclique. Un troisième indicateur clé s'impose, l'affaiblissement récurrent de la livre sterling lors des périodes de tension. Chaque recul monétaire renchérit le coût des composants importés, frappe directement les industries intégrées aux chaînes globales et compresse les marges opérationnelles. Le mécanisme est simple, une monnaie affaiblie réduit la capacité d'investissement, ce qui freine la modernisation industrielle et accélère les décisions de retrait. Ces pressions combinées transforment un environnement autrefois perçu comme agile en un espace jugé risqué par les investisseurs. En contrepoint, les trajectoires africaines offrent un signal inverse tout aussi mesurable. L'intégration énergétique progresse à un rythme qui modifie les comparaisons historiques. Des méga-projets solaires, des interconnexions régionales et des investissements continus créent une base de coûts plus lisible. Cette prévisibilité, rare dans l'analyse des marchés émergents, attire naturellement les industries à forte consommation énergétique. Le capital suit la stabilité avant tout. La comparaison ne se limite donc pas à des niveaux de développement, mais à des dynamiques de coûts et de confiance. Là où le Royaume-Uni voit ses paramètres clés devenir volatiles, plusieurs régions africaines transforment des avantages dispersés en leviers cohérents. Cette cohérence rend le mouvement reproductible et c'est précisément ce caractère répétable qui constitue la preuve la plus solide du réalignement. Dans ce contexte, des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré privilégient la consolidation des leviers internes plutôt que la réaction aux chocs externes. Leur lecture stratégique repose sur l'alignement progressif de l'énergie, des minerais, de la logistique et des marchés. Lorsque ces éléments convergent, le déplacement du centre de gravité n'est plus une hypothèse, mais un processus observable. La question laissée en suspens plus tôt trouve ici sa réponse. Le basculement s'ancre dans des chiffres qui transforment l'élan en structure. Un premier argument, souvent avancé, affirme que la situation britannique relèverait d'un cycle prolongé plutôt que d'une rupture structurelle. Selon cette lecture, le Royaume-Uni aurait déjà traversé des phases similaires de ralentissement et ses amortisseurs traditionnels, expertise financière, réseau universitaire, capacité d'innovation, resteraient suffisamment solides pour absorber les chocs. La volatilité énergétique et l'inflation seraient alors des perturbations temporaires, appelées à se résorber lorsque les marchés se stabiliseront, permettant un rebond progressif de l'investissement industriel. Un second argument soutient que l'ascension africaine demeure trop hétérogène pour constituer un véritable centre de gravité. La diversité des régimes politiques, les contraintes logistiques persistantes et les vulnérabilités climatiques seraient susceptibles de freiner la consolidation de cet élan. Dans cette perspective, les progrès observés en énergie renouvelable, en intégration commerciale ou en stratégie minière resteraient significatifs mais dispersés, limitant leur capacité à produire un effet d'entraînement durable à l'échelle globale. Ces deux positions paraissent raisonnables à première vue, mais elles se heurtent directement aux éléments du récit source. Du côté britannique, les projections optimistes n'ont pas échoué par accident. Elles ont buté sur une érosion continue des bases industrielles, fermeture d'usines, contraction manufacturière, montée des coûts énergétiques et dépendance accrue aux importations critiques. Ces facteurs ne décrivent pas une oscillation, mais une perte de cohérence progressive qui réduit la capacité de rebond. A l'inverse, l'élan africain ne repose pas sur des poches isolées. Les données montrent des systèmes reliés, énergie renouvelable plus stable, corridors industriels connectés aux ports modernisés, plateformes numériques et harmonisation commerciale. Cette coordination, observée simultanément dans plusieurs régions, transforme l'hétérogénéité en réseau fonctionnel. Elle explique pourquoi des dirigeants africains, dont Ibrahim Traoré, lisent ce mouvement non comme une promesse lointaine, mais comme une trajectoire déjà structurée. La contradiction est donc résolue par la cohérence. Ce ne sont pas les discours qui tranchent, mais la capacité d'un système à aligner ses leviers. Et c'est précisément cet alignement qui invalide l'hypothèse d'un simple cycle et confirme la profondeur du réalignement. Ce constat marque un changement de perspective décisif. Jusqu'ici, le débat opposé ralentissement conjoncturel est monté en puissance émergente
émergente, comme si les deux trajectoires pouvaient encore s'équilibrer. Or, le point médian du récit révèle autre chose. Le déplacement s'est produit avant d'être reconnu. Les décisions industrielles, les choix logistiques et les arbitrages d'investissement ont intégré ce glissement bien plus tôt que les discours publics. Ce décalage entre perception et réalité explique pourquoi tant d'analyses paraissent aujourd'hui en retard d'un cycle. Ce qui a changé n'est pas seulement l'intensité des flux, mais leur direction. Les chaînes d'approvisionnement se reconfigurent autour de la stabilité énergétique et de la lisibilité des coûts. Les hubs jugés périphériques deviennent centraux, tandis que certains pôles historiques perdent leur rôle d'ancrage. Cette inversion silencieuse agit comme un révélateur. Le pouvoir économique se déplace là où la prévisibilité dépasse l'héritage. Dans ce nouveau cadre, la posture de dirigeants africains comme Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Elle ne s'inscrit pas dans une réaction opportuniste, mais dans la reconnaissance d'un basculement déjà consommé. Comprendre ce point médian, c'est accepter que la question n'est plus de savoir si le centre de gravité va bouger, mais comment chacun s'adapte à un monde où il a déjà changé. Les conséquences du réalignement deviennent tangibles dès que l'on observe 4 groupes clés. Pour les États, d'abord, l'impact se traduit par une redéfinition des marges budgétaires et politiques. Les gouvernements dont l'économie repose sur une base industrielle fragilisée découvrent que la volatilité énergétique limite durablement leur capacité d'action. Les projections doivent être révisées, les priorités réordonnées, et l'influence internationale s'exerce désormais avec moins d'assurance. A l'inverse, plusieurs États africains gagnent en poids dit diplomatique à mesure que leurs infrastructures énergétiques et industrielles se consolident, leur offrant une position de négociation plus solide. Les entreprises constituent le deuxième groupe affecté. Au Royaume-Uni, l'imprévisibilité des coûts, combinée au resserrement du crédit, accélère les décisions de délocalisation ou de redéploiement. Les chaînes logistiques, autrefois centrées sur des ports britanniques, se redirigent vers des hubs offrant davantage de stabilité opérationnelle. En Afrique, le mouvement inverse s'observe. L'industrialisation progressive attire des partenariats manufacturiers et technologiques, transformant des zones longtemps perçues comme périphériques en centres opérationnels crédibles. Ce transfert n'est pas marginal. Il redessine la carte de la production mondiale. Les populations ressentent également les effets au quotidien. Au Royaume-Uni, la hausse des prix de l'énergie et la fermeture d'usines réduisent les opportunités locales et accentuent les tensions sociales. Les services publics doivent absorber la pression d'une économie moins dynamique. Sur le continent africain, l'émergence d'une main-d'œuvre jeune et l'expansion industrielle créent de nouvelles perspectives, mais posent aussi des défis de gouvernance, de formation et d'urbanisation. Le réalignement se manifeste ainsi dans des choix de vie concrets, pas seulement dans des indicateurs macroéconomiques. Enfin, les partenaires régionaux et internationaux ajustent leur stratégie. Les puissances traditionnelles reconsidèrent leur réseau d'influence à mesure que l'Afrique gagne en centralité dans les accords énergétiques, miniers et logistiques. Les alliances se recomposent autour de nouveaux pôles de stabilité. Dans cet espace, des dirigeants comme Ibrahim Traoré disposent d'une marge d'affirmation inédite, non par rupture spectaculaire, mais par l'accumulation d'avantages structurels. La question évoquée un peu plus haut se ferme ici. Le basculement produit déjà des gagnants, des ajustements et des tensions visibles pour tous. Dans une trajectoire centrale, le Royaume-Uni poursuit une stabilisation relative sans retrouver un véritable dynamisme industriel. Les coûts énergétiques demeurent fluctuants, limitant la relance des secteurs intensifs en électricité. Les investissements privés se déplacent progressivement vers des zones offrant une meilleure prévisibilité, notamment plusieurs hubs africains où les corridors industriels et les infrastructures renouvelables fonctionnent déjà à plein régime. Les chaînes d'approvisionnement s'ajustent par petites touches, confirmant un réalignement engagé mais sans accélération brutale. Cette configuration prolonge le statu quo d'un centre de gravité déjà déplacé. Dans une trajectoire plus favorable, une accalmie durable sur les marchés énergétiques, combinée à des mesures industrielles ciblées, permet au Royaume-Uni de regagner une partie de sa compétitivité.
Les entreprises retrouvent une marge d'investissement tandis que l'État parvient à stabiliser certains coûts opérationnels. En parallèle, l'Afrique poursuit son ascension de manière plus linéaire. Les projets énergétiques et logistiques continuent d'absorber des capitaux, mais sans déclencher de ruptures supplémentaires. Les deux dynamiques coexistent. L'une cherche à reconstruire un socle, l'autre consolide méthodiquement son élan. Le système mondial se réorganise alors de façon plus graduelle. Dans une trajectoire plus difficile, une nouvelle phase de volatilité énergétique frappe l'Europe. Les vulnérabilités britanniques s'accentuent, précipitant des retraits industriels plus rapides que prévu. Les marchés du crédit se tendent, la monnaie s'affaiblit et les entreprises accélèrent leurs décisions de relocalisation vers des environnements jugés plus stables. Simultanément, l'Afrique renforce sa coordination régionale. De nouveaux parcs industriels émergent, les infrastructures logistiques se modernisant et les capacités énergétiques renouvelables s'étendent. La divergence s'amplifie trimestre après trimestre, accélérant le déplacement du centre de gravité économique. Une recommandation de lecture s'impose dans ces trois cas. Plutôt que de parier sur un scénario unique, il devient essentiel d'évaluer comment chaque trajectoire redistribue les leviers clés, énergie, valeur industrielle, démographie, afin d'identifier où se construit réellement la capacité d'action dans un système mondial en mutation. Pour les professionnels des secteurs stratégiques, analystes, ingénieurs, décideurs publics, ce réalignement impose une révision des repères habituels. Ce qui semblait stable devient mouvant et ce qui paraissait périphérique gagne en centralité. Leur défi n'est plus seulement de lire des données isolées, mais d'intégrer la vitesse à laquelle elles s'assemblent en structures cohérentes. Comprendre les chaînes énergie-industrie-logistique devient un avantage comparatif en soi, car il conditionne l'anticipation des chocs et la qualité des arbitrages. Pour les entrepreneurs et les cadres d'entreprise, le déplacement du centre de gravité ouvre des choix concrets. Les décisions d'implantation, de partenariat et de financement ne se résument plus au coût immédiat, mais à la prévisibilité sur plusieurs années. Des hubs africains, portés par des infrastructures énergétiques plus stables et des corridors intégrés, apparaissent désormais comme des options crédibles pour l'ancrage productif. Cette inversion oblige à redessiner les cartes mentales et à tester de nouvelles géographies d'opportunités. Pour les citoyens, enfin, l'impact se manifeste dans le quotidien. L'évolution des prix, la disponibilité des emplois et la transformation des services publics reflètent directement ces dynamiques globales. Là où l'économie se contracte, les marges de choix se réduisent. Là où elles se structurent, de nouvelles trajectoires individuelles deviennent possibles. Le réalignement cesse alors d'être abstrait. Il façonne des décisions de carrière, de mobilité et de sécurité économique. Deux gestes simples s'imposent à ces trois profils. D'abord, suivre les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des évidences statistiques. Ensuite, penser l'avenir comme un système en recomposition plutôt que comme la prolongation du passé. Cette posture n'élimine pas l'incertitude, mais elle la rend intelligible et actionnable. La première étape concerne les gouvernements. Dans un horizon de 6 à 12 mois, ils doivent identifier les leviers structurels qui renforcent ou affaiblissent leur position. Énergie, infrastructure, capacité industrielle. L'objectif n'est pas de corriger chaque déséquilibre, mais de stabiliser les paramètres critiques. La progression se mesure par la lisibilité des coûts opérationnels et la sécurité de l'approvisionnement stratégique. Sans cette base, toute politique industrielle reste défensive. La deuxième étape s'adresse aux entreprises. Elles doivent réévaluer leur chaîne d'approvisionnement selon une logique de résilience plutôt que de coûts immédiats. Cela implique de tester de nouveaux corridors logistiques, de diversifier les sources d'énergie et d'établir des feuilles de route en trimestriel. Le succès se mesure à la réduction des interruptions et à l'amélioration durable des marges, non à la seule compression des dépenses. La troisième étape relève de la coopération régionale et internationale. Les partenariats orientés vers les minéraux critiques, les infrastructures logistiques et les systèmes numériques deviennent centraux. Dans plusieurs capitales africaines, des dirigeants comme Ibrahim Traoré illustrent comment une stratégie intégrée peut renforcer la position d'un pays dans un système mondial en recomposition.
Les indicateurs clés sont la rapidité d'exécution, la solidité des accords et la capacité à attirer des investissements productifs. Enfin, la quatrième étape consiste à inclure les populations et les acteurs locaux. Les programmes de formation, l'accompagnement des compétences et les outils numériques permettent d'aligner main-d'œuvre et besoins industriels. Cette coordination multiniveau ancre les bénéfices dans la durée. La question posée plus tôt se referme ici. La capacité d'action se construit par l'alignement, pas par l'attente. Dans l'atelier des Midlands évoqué plus tôt, celui où les machines tournaient au ralenti malgré des carnets de commandes encore ouverts, le silence n'était pas seulement industriel. Il annonçait un déplacement plus vaste, presque imperceptible, sur le moment. Ce type de signal précoce réapparaît aujourd'hui ailleurs, mais dans l'autre sens. Dans plusieurs zones logistiques africaines, les entrepôts s'illuminent, les flux se stabilisent et les investissements s'additionnent autour d'infrastructures nouvelles. Là où une économie s'essouffle, une autre se construit, patiente et méthodique. Ce contraste rappelle une leçon simple. Les bascules majeures ne commencent jamais par des déclarations spectaculaires, mais par une accumulation de choix techniques, énergétiques et logistiques. Ce sont ces choix répétés et cohérents qui transforment une série d'événements isolés en trajectoires lisibles. Dans ce processus, des dirigeants africains comme Ibrahim Traoré incarnent une lecture différente du temps long, attentive à la direction plus qu'à la vitesse. Chaque corridor énergétique, chaque parc industriel, chaque réforme logistique agit comme une pièce d'un ensemble plus large. Pris isolément, ils semblent modestes. Assemblés, ils redéfinissent un futur possible. Le rappel est essentiel. La prospérité ne se décrète pas, elle se construit par alignement progressif. La phrase clé s'impose alors, comme un point d'ancrage pour la suite. La direction compte plus que la vitesse. À ce stade, le réalignement observé entre la Grande-Bretagne et l'Afrique dépasse le cadre d'une analyse économique classique. Il touche à la manière dont les sociétés se projettent, dont les États hiérarchisent leurs priorités et dont les individus réévaluent leurs certitudes. Le déplacement du centre de gravité n'impose pas une lecture unique, mais invite à comparer, à discuter et à affiner les interprétations à mesure que les données et les choix s'accumulent. Ce mouvement met également en lumière une responsabilité collective. Comprendre les transitions en cours n'est pas réservé aux décideurs ou aux analystes. Chaque échange, chaque retour critique et chaque mise en perspective contribue à clarifier ce qui relève d'un simple ajustement et ce qui signale une transformation durable. Dans ce dialogue, les trajectoires africaines, portées par des figures comme Ibrahim Traoré, ne demandent pas l'adhésion automatique, mais une lecture attentive et informée. L'enjeu n'est donc pas de trancher définitivement, mais de rester engagé dans l'analyse, observer les signaux faibles, confronter les récits dominants aux faits et partager les angles morts permet d'éviter les réactions tardives. Le monde se recompose par touches successives, souvent silencieuses, avant de devenir évident. La discussion reste ouverte. Comment percevez-vous ce déplacement du centre de gravité et quels aspects, énergie, industrie, géopolitique ou impacts sociaux souhaitez-vous voir approfondis dans la suite de cette série ?